Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, l'actualité vue par la culture. Invité événement ce soir, Philippe Charuel, grand maître de la Grande Loge de France. Une interview exclusive en tête-à-tête. Suivi du décryptage de la franc-maçonnerie à travers le cinéma et la bande dessinée avec les esprits critiques, Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Il y a quelques jours, j'ai enregistré une interview avec Philippe Charuel, grand maître de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France est l'une des obédiences les plus anciennes et les plus importantes de la franc-maçonnerie. Nous avons abordé tous les sujets de la transparence au secret en essayant d'éviter les caricatures. Je vous propose de regarder cette interview et nous vous retrouvons dans la seconde partie pour un décryptage avec Marcel Petriccioli et Xavier Affre. Bonsoir Philippe Charuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes grand maître de la Grande Loge de France. Il s'agit de l'une des obédiences françaises les plus anciennes et les plus importantes dans la pratique de la franc-maçonnerie traditionnelle, initiatique et spiritualiste. Qu'est-ce qu'être franc-maçon au XXIe siècle, Philippe Charuel? Être franc-maçon, c'est se poser deux questions. La question du sens de notre vie, de notre existence, dans une volonté de perfectionnement. C'est des hommes, des femmes, qui, à un moment de leur vie, ont pris conscience de leurs nombreuses imperfections et ont eu envie d'y remédier. Et la franc-maçonnerie est un travail sur nous-mêmes, le travail, la construction de l'homme, notre propre construction, tout au long de notre existence. C'est un long labeur. On sait très bien qu'on n'obtiendra jamais, on n'atteindra pas l'objectif prévu, mais on s'en rapprochera et c'est l'essentiel. Vous dites d'ailleurs sur l'objectif prévu dans une interview à la Dépêche, cette interview date de mars 2017. Nous savons tous très bien que l'être idéal n'existe pas, mais nous tentons de nous en approcher. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce que l'être idéal. C'est peut-être l'homme porteur des valeurs essentielles, des valeurs respectueuses de la dignité humaine, d'un regard vers l'autre, un regard d'altérité, l'autre et ses différences. Et nous sommes tous... on parle toujours de bête immonde, nous sommes tous empreints d'une bête immonde intérieure qui vient parfois réveiller nos bas instincts. Et c'est un travail qu'il faut toujours recommencer pour essayer de faire en sorte que les relations entre les hommes soient meilleures et que l'humanité soit plus harmonieuse dans son fonctionnement. Alors j'entends bien dans ce que vous me dites l'importance du travail sur soi. Il y a cette fameuse formule que vous connaissez bien, connais-toi toi-même, c'est important d'y travailler. Il y a ce pan de la spiritualité qui est important, mais concrètement, pour le téléspectateur, sur quelle valeur le devient-on franc-maçon ? Le respect de l'autre, la volonté de s'améliorer, nous venons de le dire, et l'idée que l'humanité doit progressivement aller vers son émancipation pacifique et progressive. Alors, ce qui est tout à fait particulier dans la démarche maçonnique, c'est que c'est une démarche individuelle, mais qui n'a de sens que parce qu'elle se passe au sein d'un groupe, le groupe qu'on appelle la loge, les autres fonctionnant comme des miroirs, nous restituant notre propre image, parfois pas toujours agréable à observer. Ils nous apparaissent d'ailleurs parfois comme des miroirs déformants, et les autres vont fonctionner comme des révélateurs au sens chimique du terme. Il y a l'idée, fausse ou vraie, que la franc-maçonnerie est réservée à une élite. Alors, je ne veux pas ressusciter Marx et la lutte des classes, mais est-ce qu'il y a une diversité des classes sociales? Alors vous venez de prononcer le mot élite et curieusement, je ne vais pas le rejeter. Oui, la franc-maçonnerie est destinée à une élite, mais il faut s'entendre sur le terme élite, non pas une élite sociale, non pas une élite financière, mais une élite du comportement, du cœur et des valeurs. Un homme modeste, mais qui porte ses valeurs, va sans aucun problème être admis dans nos rangs, et quelqu'un qui représente dans la société une position exceptionnelle, mais qui nie ses valeurs et qui ne les respecte pas dans ses comportements, ne sera pas pris dans nos rangs. Alors Philippe Charuel, comment ça se passe concrètement? Le néophyte fait une demande, par exemple à la Grande Loge de France, ou l'inverse est réel? Alors, de multiples façons, par cooptation, par simple courrier. C'est partagé par simple courrier adressé à l'obédience parce que une personne est allée à une conférence publique et s'est intéressée et a envie d'en savoir plus, etc.
tous les scénarios sont possibles, cela n'est pas très important. C'est pas la façon dont on est rentré en maçonnerie qui compte, ce n'est même pas pourquoi on est rentré en maçonnerie, parce que globalement on a trouvé ce qu'on était venu chercher, mais bien d'autres choses encore. C'est le cheminement qu'on va réellement y effectuer. Quand vous dites on y a trouvé ce qu'on est venu y chercher... Oui, mais qui va venir chercher de la fraternité, d'autres vont venir se cultiver, d'autres encore ont besoin de relations humaines parce qu'ils se sentent bien seuls dans ce monde impersonnel. Quand on compare un petit peu chacun nos motivations, on est parfois un petit peu surpris. Et en fin de compte, on va découvrir plein d'autres centres d'intérêt que la maçonnerie va nous proposer, et c'est ça l'essentiel, de les vivre pleinement. Je voudrais vous faire réagir sur une formule de la journaliste Guylaine Ottenheimer qui a beaucoup écrit sur la franc-maçonnerie et cette idée du secret, du sens du secret. Elle considère que la franc-maçonnerie conserve un sens du secret qui pose un vrai problème à la démocratie. Alors, Philippe Charuel, à l'heure de la transparence dans le débat public, dans le débat politique, est-il toujours possible aujourd'hui, nécessaire, de fonctionner dans le secret? Et est-ce une réalité d'ailleurs, hein? En l'occurrence, ce n'est pas le cas pour vous, vous êtes ici sur une télévision de service public, du secret par Madame Ottenheimer, mais par d'autres personnes qui ont écrit sur le sujet, est une approche parcellaire. Il est important, lorsqu'on parle de secret, de bien s'entendre sur quel secret dont il est question. Là, je crois que c'est le secret d'appartenance qui est le cœur de l'ouvrage de cette personne. Le secret d'appartenance, c'est un secret qui est maintenu comme incontournable en France et dans quelques pays qui ont connu des persécutions, qui ont connu 39-45, les camps de concentration, etc. Les anglo-saxons, les américains notamment, lorsqu'ils viennent en France, sont toujours surpris de ce secret. Ils mettent en avant leur qualité de franc-maçon sur leur carte de visite ou sur leur plaque professionnelle, et ils ne comprennent pas bien pourquoi on est prudent. On est prudent parce que lors du dernier conflit mondial, par exemple, mais pas seulement, tous les fonctionnaires ont perdu leur emploi. Et des francs-maçons ont perdu la vie, tout simplement. J'en veux pour exemple, on prend toujours un exemple emblématique, Pierre Brossolette, se jetant du 5e étage de l'avenue Foch, chez le locaux de la Gestapo, pour ne pas risquer de donner le nom de ses frères d'armes. C'était un franc-maçon de la Grande Loge de France. C'était lui qui avait été désigné par le général de Gaulle pour fédérer les réseaux de résistance. Et son engagement républicain, maçonnique, autour des valeurs de la République et celles de la maçonnerie qui sont exactement les mêmes, lui a coûté la vie. Alors aujourd'hui, on reste prudent, car les donneurs de leçons qui vont s'étonner que les francs-maçons ne révèlent pas leur identité, n'ont pas tous forcément eu les ongles arrachés ou les yeux crevés par la Gestapo, donc on reste prudent dans ce domaine-là. Mais derrière, vous entendez bien cette idée de la transparence. Ce sont des débats qui animent la société aujourd'hui, en politique, dans la sphère publique, c'est cette idée de la transparence. Est-ce que aujourd'hui, je disais au XXIe siècle, au tout début de notre entretien, sous forme de boutade, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'immédiateté, de l'information, est-ce que vous considérez que c'est un viatique obligatoire encore aujourd'hui? Nécessaire, indispensable? Votre question m'amène à développer les deux autres facettes du secret dont je vous parlais tout à l'heure. Le secret du contenu. Voilà. On dit pourquoi les francs-maçons cachent ce qu'ils font si cela est aussi valorisant? C'est le respect de l'autre, tout simplement. Certaines personnes qui ne sont pas dans la franc-maçonnerie, mais qui peut-être un jour nous rejoindront, il est important de les protéger, de leur laisser la joie de la découverte, de nos rites, de nos rituels, du contenu de nos travaux, tout simplement. C'est essentiel. Pour moi-même, cela a été préservé et je remercie tous ceux qui n'ont pas dévoilé ce qui m'aurait paru prématuré. Et puis la troisième facette du secret, la seule qui vraiment vaille la peine d'être appelée ainsi, c'est le fameux secret du vécu. Casanova, l'aventurier vénitien qui a vécu avant la Révolution essentiellement et qui a été initié dans la belle ville de Lyon, en parle de façon merveilleuse dans ses mémoires. Il a consacré un chapitre à son initiation maçonnique qui nous dit le secret du vécu est de l'ordre de l'incommunicable. Celui d'entre nous, francs-maçons, qui penserait le transmettre, le trahir tout simplement, ne nous ferait courir aucun risque parce qu'il ne l'aurait pas compris pensant pouvoir le trahir. Alors, sur le vécu, je pourrais m'étendre dessus avec des exemples parallèles, mais ce sera un petit peu long.
mais c'est réellement le secret maçonnique, le seul qui mérite cette appellation. C'est ce triptyque que vous venez de développer, Philippe Charuel. Il y a, alors selon les indices, à peu près 178 000 francs-maçons aujourd'hui en France. Selon le site internet de la Grande Loge de France, 34 000 frères répartis dans 930 loges. Combien en Corse? 8 loges en Corse, à peu près 350 frères. D'une façon générale, toute obédience confondue, le ratio formation-population au niveau de la Corse, c'est le ratio le plus important que l'on ait sur toute la France. À quoi cela est-il dû selon vous? Alors je ne sais pas, il faudrait peut-être rentrer sur une analyse du fonctionnement des personnes habitant dans les îles, je ne sais pas, parce qu'on peut constater aussi, par exemple dans les Antilles, un ratio très important. La proximité, la promiscuité. Un besoin de rencontrer l'autre, un besoin de le connaître, une volonté de rapprochement des hommes au-delà de leurs différences. Peut-être c'est dans cette direction qu'il faut faire nos recherches. Alors est-ce que, avec ces chiffres que nous venons de donner, vous avez donné celui concernant la Corse, est-ce que l'on peut dire que la franc-maçonnerie est toujours aussi autant influente? Alors, on va prendre deux mots, influente et attractive. La maçonnerie n'a jamais été autant attractive qu'aujourd'hui. Moi-même, personnellement, je suis rentré dans la franc-maçonnerie, j'ai été initié il y a 33 ans aujourd'hui. On était à la Grande Loge de France, à peu près 14 000, nous sommes 34 000. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, la franc-maçonnerie à la française. Pourquoi? Parce que c'est une franc-maçonnerie où il y a des travaux, où il y a un échange d'idées. Et c'est cela qui est recherché aujourd'hui par les jeunes générations. La franc-maçonnerie anglo-saxonne, anglaise-américaine, n'a pas du tout les mêmes résultats. Elle est en perte de vitesse constante. 4 millions de maçons aux États-Unis il y a 30 ans, 1,5 million aujourd'hui. En Angleterre, c'est pareil. Une chute vertigineuse. Donc, c'est une franc-maçonnerie d'échange et de débat qui aujourd'hui est recherchée par les générations nouvelles. Je voudrais juste que l'on revienne quelques instants, si vous le voulez bien. Il nous reste quelques minutes avant la fin de notre entretien, Philippe Charuel, sur cette idée de l'influence. Alors, diversité des classes. Une jeunesse plus fortement présente qu'il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, Philippe Charuel. Mais tout de même, est-ce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est toujours autant influente? Alors, l'influence, on peut l'évoquer dans la sphère économique, mais ce qui nous intéresse ici, vous me voyez venir, c'est dans la sphère politique. La franc-maçonnerie a servi également, sur des questions de laïcité, d'abonder en idées, en réflexions les politiques. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Vous recevez beaucoup d'hommes politiques. Pratiquement tous. La franc-maçonnerie travaille aujourd'hui sur un certain nombre de thématiques. Elles auront vraisemblablement des résultantes intéressantes pour le fonctionnement de nos sociétés, mais pas forcément demain, contrairement à ce que nos concitoyens attendent, nos contemporains attendent. Il y aura peut-être des applications dans quelques décennies. Nous travaillons notamment en ce moment sur des thématiques telles le transhumanisme. Donc il faut savoir analyser l'effet bénéfique sur nos sociétés, mais aussi les dangers que le transhumanisme peut faire peser, notamment au niveau des manipulations génétiques, etc. Mieux encadrer les lois et l'évolution des choses nous paraît essentiel, et la réflexion est portée sur ces problématiques. Elles donneront sans doute des résultats dans ultérieurement. 20, 30 ans, il y aura le saut sans doute, pareil, un travail important est porté sur le handicap. Ouais. On y travaille, essayer de modifier le regard des hommes, des femmes sur la personne en situation de handicap, et peut-être transformer un regard de compassion en regard d'excellence. Alors, est-ce que, je vais détourner ma question, est-ce que sur les 10 dernières années, il y a une loi importante en France qui a porté le sceau de la franc-maçonnerie? Est-ce que vous en voyez une? 10 dernières années, comme ça, les choses ne viennent pas à la tête, mais les travaux se font sur des périodes beaucoup plus vastes. Dans les années 70, notre grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon, gynécologue connu de tous, a fait travailler nos loges sur un certain nombre de réflexions concernant ces femmes, notamment ces jeunes femmes qui se retrouvent enceintes, souvent à la suite d'un viol, et qui se faisaient avorter de façon clandestine par ce qu'on appelait des faiseuses d'anges, avec une aiguille à tricoter dans des conditions d'hygiène déplorables. Une sur deux y laissait sa vie. Réfléchir à cela était important. Ensuite, essayer de porter doucement la réflexion dans le débat public. Et Pierre Simon, qui est décédé il y a quelques années, me confiait j'ai eu tout le monde contre moi, tous les partis politiques, toutes les religions, tous les syndicats, le grand chelem en un mot,
j'étais sûr de mon fait, et il m'a dit, quand tu es sûr de ton fait, il faut toujours aller au bout. D'avoir tout le monde contre soi n'est pas réellement un problème. Progressivement, il a fait bouger les lignes. Il aboutit, aidé en cela par Lucien Neuwirth, un autre franc-maçon, député de la République, pour les lois sur le planning familial, et puis avec une grande dame qui vient de nous quitter, qui n'était pas franc-maçonne, Simone Veil, sur les lois sur l'avortement. Mais je tiens juste à donner une petite précision. Pierre Simon avait quand même un peu d'amertume en bouche en me disant mes frères, mes sœurs en humanité ont utilisé souvent ma loi de mauvaise façon. J'avais voulu répondre à une problématique de mort. Et aujourd'hui, on utilise la loi sur l'avortement pour organiser sa vie. Bientôt, on organisera ses vacances. Il faut toujours garder en tête l'esprit des lois, l'esprit qui a généré ces lois, et pas uniquement les utiliser de façon égoïste et confortable. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est utilisé de façon égoïste ou confortable. Parfois. Personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est la question d'un autre débat, de notre échange. Ce que je voulais savoir ici, c'était vraiment le saut de la maçonnerie sur des questions de loi. Je voudrais vous faire réagir quelques secondes. On a un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Sur plusieurs unes de journaux. Marronnier, la franc-maçonnerie, l'Express, Le Point, l'Obs, on ne voit pas l'Obs là, mais tous les ans, la presse fait des dossiers, propose des dossiers sur la franc-maçonnerie. Est-ce que cela nuit à l'image? Alors tout d'abord, c'est une preuve que cela augmente le tirage. Sinon, on ne traiterait plus de ces sujets. C'est la première chose. Je pense que ça peut nuire. Ça peut nuire, et il est de notre devoir de rectifier ces nuisances, et notamment en organisant des conférences publiques, rencontrer les femmes et les hommes qui ne sont pas en formation et qui veulent réellement savoir ce qu'est la franc-maçonnerie. Moi-même, personnellement, mais pas seulement moi-même, de nombreux francs-maçons, anciens grands maîtres notamment, effectuons des conférences. J'en ai fait déjà 72 depuis le 1er janvier dernier, en France ou à l'étranger. Et j'ai rencontré des milliers de femmes, d'hommes. Et ces conférences sont résultantes très salvatrices sur l'image réelle de la franc-maçonnerie et ce qu'elle est réellement. Alors nous avons essayé d'en débattre, d'en discuter ensemble de la franc-maçonnerie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous l'ai dit en début d'émission, nous avons enregistré cette interview il y a quelques jours. M'ont rejoint sur le plateau pour un décryptage culturel, un décryptage de la franc-maçonnerie par le prisme de la bande dessinée et du cinéma. Mes esprits critiques, Xavier Affre. Bonsoir Philippe. Et Marcel Petriccioli. Bonsoir Philippe. Alors avant toute chose, qu'avez-vous retenu de cette interview ? C'est le passage alors sur l'avortement est savoureux. Je pense qu'on est tous d'accord pour avoir retenu ça. C'est très très ambigu. C'est à la fois intéressant sur l'évolution des lois mais il dit pas vraiment les choses. On a du mal à voir. Il y a quelque chose qui est facile. Ouais, je vous le confirme, le malaise. Le malaise, il était sur le plateau. On le ressent. On le ressent en voyant mon visage, c'est ça. En voyant mon visage. C'est sur la question évidemment des lois et les lois qui ont porté le sceau de la franc-maçonnerie. En tout cas, ce sont des propos assumés par Philippe Charuel, évidemment. Marcel, focus sur les BD signés Didier Convar. Oui, j'aurais pu parler du Corto Maltese, Hugo Pratt, franc-maçon. Mais on va parler de Convar parce que les amateurs de bande dessinée, je dirais les initiés connaissent Convar. C'est un franc-maçon reconnu, avéré, il a dit, qui fait partie de la Grande Loge de France d'ailleurs. Et pour lui, la franc-maçonnerie ne doit pas avoir de secret, plutôt des mystères. Il le dit, il est pour ceux qui veulent que la franc-maçonnerie s'ouvre au monde. Et dans toutes ces BD, il y a des références maçonniques. La première BD qu'il a scénarisée s'appelle Neige. Et Neige, en fait, c'est très simple, je vais faire vite le pitch. L'Europe se retrouve dans un hiver éternel, coupée du monde à travers un mur électromagnétique. C'est le chaos, ça dure des décennies, c'est presque un retour au Moyen-Âge. Un enfant naît, un orphelin qui va être recueilli par Norman, un vieux sage qui fait partie des 12. Les 12 fonctionnent comme une loge maçonnique et ils veulent sauver l'Europe. Il y a beaucoup de références à la franc-maçonnerie, y compris dans les dessins. C'était pas encore avéré, avoué, mais quand même glissé quelques pistes. Une autre BD qui s'appelle Finkel aussi, un monde où pratiquement il n'y a plus de terre que de la mer. Des enfants naissent, subissent des mutations, et là aussi des initiés vont essayer de faire changer les choses. Et puis la BD la plus connue de Convar, c'est le Triangle secret. Alors là, il n'y a plus du tout les allusions, on est en plein. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. On est dans la franc-maçonnerie.
On va tout apprendre de la franc-maçonnerie dans cette BD. Les rites, les initiations, les loges, on est en plein dedans. Alors l'histoire, très très vite, c'est l'histoire de Didier Moselle. Alors il y a beaucoup d'autobiographies dans les Tourneaux secrets. Didier, le prénom de Convar, fait partie de la Grande Loge de France. Il travaille aussi au ministère de la Culture. Et il travaille avec une équipe internationale sur les manuscrits de la mer Morte. Et il découvre en fait qu'il y a un sens caché dans ces manuscrits qui remettrait en cause la vie de Jésus telle que nous la connaissons. Il va y avoir un meurtre, un membre de l'équipe et un frère va être assassinés. Didier va enquêter et il va tomber sur un autre document qu'on appelle le Testament du Fou. Et ce document, qui était dans les mains de son initiateur en franc-maçonnerie, remet en cause les fondements du christianisme tel que nous le connaissons. Et au Vatican, ceux qu'on appelle les gardiens du sang vont tenter d'étouffer l'affaire. Donc là, on est en plein dans les mystères francs-maçons. C'est une BD qui se passe sur plusieurs époques. Ça va de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le Moyen-Âge et les Templiers, bien sûr. Et franchement, c'est tout en flashback. C'est addictif, complètement. On apprend beaucoup de choses. Et vraiment, vraiment, on peut parler de BD franc-maçonne pour le cas. Et puis ça, la franc-maçonnerie va bien au thriller. Complètement. C'est ça que vous nous proposez. C'est un thriller, de toute façon. C'est un thriller. Et la BD a été très bien accueillie en franc-maçonnerie, contrairement à ce prix. Il a participé à de nombreuses... dans des loges. Il était invité à en parler dans différentes loges. Quelquefois, il a subi des critiques, mais pas trop. Très bien accueilli par le Vatican aussi. Il a fait des conférences, des débats avec des évêques. Il n'y a que quelques personnes qui l'ont mal accueilli, qui l'ont critiqué, même éreinté. C'est l'extrême droite. Ce sont les seuls. C'est ce que disait d'ailleurs Philippe Charuel dans l'interview. Voilà. Souvent, l'extrême droite a attaqué violemment, de façon très virulente, les membres de la franc-maçonnerie. Xavier ? Alors, il y avait aussi beaucoup de films. La franc-maçonnerie, on la retrouve. Alors, de manière directe, vous vous êtes fait plaisir. Mais on se fait plaisir de temps en temps. Voilà. Avec 2 films. Alors, le premier s'appelle From Hell, tiré, alors je vais vous laisser le montrer parce que c'est très beau. Et là, Marcel ne me contredira pas, de l'œuvre d'Alan Moore et d'Eddie Campbell, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et l'immense Alan Moore. Voilà, alors le film est tiré de ce roman graphique. C'est des frères Hughes, c'est moins un chef-d'œuvre, mais le film est très intéressant avec Johnny Depp, parce qu'il s'intéresse à Jack l'Éventreur. Donc on se situe à Londres à la fin du 19e siècle, dans Whitechapel, le fameux quartier assez sombre et un peu dévasté, on va dire. Et c'est vraiment le récit de l'enquête de l'inspecteur à Berlin qui enquête sur Jack l'Éventreur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on l'avait parsemé des indices évidemment de la franc-maçonnerie, parce que le livre reprend la thèse de l'assassinat de ces prostituées par Sir William Gull, qui était le médecin de la reine, et qui était franc-maçon. Donc évidemment, Alan Moore, qui a enquêté, c'est soit un travail d'enquête, c'est ça qui est assez remarquable, et dans le film, ça reprend un peu, grosso modo. Il y a des petits indices. On voit ce médecin franc-maçon et cette volonté, sans doute, de réécrire l'histoire, ou d'aménager, ou de cacher des choses, secrets. C'est ce qu'on voit effectivement dans le film, puisqu'il est question du prince, du fils de la reine, qui doit avoir un enfant, on veut cacher cet enfant, parce que sinon ça va briser évidemment la royauté. Voilà, avec une prostituée. D'où ce meurtre après des prostituées. Alors on ne sait pas si la thèse est véritablement c'est celle-là, pas tout, je vais vous dire, on s'en fiche. Mais c'est l'ambiance du livre, et alors l'ambiance du film, qui est vraiment exceptionnelle. Et du coup, ça évoque la franc-maçonnerie, et le livre est vraiment documenté. Il faut voir le film, mais il faut vraiment lire, parce qu'il y a un travail énorme de documentation sur la franc-maçonnerie aussi. Alan Moore, Eddie Campbell, From Hell, aux éditions Delcourt. En quelques mots. Très vite, pour se faire plaisir. Vous avez 2 minutes tout de même. Eyes Wide Shut. Pourquoi ? Parce que parce que c'est le dernier film de Kubrick. Déjà, 99. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Déjà. Avec Nicole Kidman et Tom Cruise, ça a ruiné leur couple. Deuxième bonne raison, finalement. Et ce drame mystérieux et un peu érotique est assez exceptionnel, parce que on suit l'errance de ce docteur, parce que sa femme lui dit j'ai eu envie de te tromper, et lui il est perdu, et cette errance dans la nuit comme ça, elle va le faire arriver dans un château avec une espèce d'orgie, parce que c'est une société secrète qui se réunit. Alors, il n'est jamais dit que évidemment, c'est la franc-maçonnerie. Il y a eu beaucoup de théories, là, après le film, sur Kubrick, est-ce qu'il était franc-maçon ? Bon, on ne sait rien, finalement, on s'en fout. Mais l'idée, c'était encore de montrer tout ce qui fait un peu ce côté société secrète, c'est-à-dire se réunir dans un château, avec des personnes de la haute société. J'ai entendu le mot élite dans l'interview tout à l'heure. Et avec tous les signes, on retrouve pas mal de choses. Alors, il y a le jeu des masques vénitiens que Kubrick rajoute. C'est tiré d'une nouvelle des années 20-30 d'Arthur Schnitzler qui se passait dans la Vienne autrichienne. Là, rien à voir. Et Kubrick s'amuse un peu avec ce jeu de pistes assez intrigant. Et cette société secrète fait peur, parce que vous parlez de l'influence. Là, en tout cas, dans le film, elle en a. Puisqu'il est question de meurtres, de gens haut placés qui peuvent changer le destin de personnes. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour un grand film. Mais encore une fois,
Encore une fois, le secret, ça va très bien au thriller, au polar, marche bien. au film, aux bandes dessinées, aux livres avec des histoires sombres et retors. C'est ce que vous nous avez montré ce soir en tout cas. Hein. Ça marche bien, il faut rajouter la musique qui est oppressante dans ce film. Il y a tout, il y a plein il faut regarder, il y a des magasins qui s'appellent l'Arc-en-Ciel, il y a plein de détails. Plein de on voit pas seulement l'étoile qu'on voit souvent chez les francs-maçons et dans d'autres, plein de choses comme ça qu'il faut vraiment voir et ne pas rater. Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick. Malheureusement. Merci à vous deux d'avoir débattu, d'avoir décrypté cette question autour de la franc-maçonnerie, évidemment, en bande dessinée et au cinéma. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.